Bonsoir chers amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre portant sur le symbolisme du corps humain. Ce soir, nous franchissons ensemble un pas supplémentaire en nous introduisant dans une nouvelle catégorie d'organes, les organes dits de l'expérience spirituelle. En effet, nous nous sommes d'abord intéressés, vous vous en souviendrez, aux organes de l'identité, dont les enjeux initiatiques étaient essentiellement articulés autour des exigences de la croissance personnelle, et je dirais plus encore, plus précisément, du développement de soi en tant qu'individu. Puis, nous avons abordé l'étude des organes de la relation, en lien étroit avec notre développement en tant que personne, c'est-à-dire en tant qu'individu capable de relation. Certes, pour chacun des organes étudiés jusqu'à présent, nous avons évoqué un enjeu spirituel. En ce qui concerne les organes de la relation, il est particulièrement question de la vie spirituelle, puisque nous l'avons découvert ensemble, relation et spiritualité sont très intimement liées. Mais avec la troisième catégorie, celle des organes de l'expérience spirituelle, vous allez constater tout au cours de cette soirée que nous entrons dans un autre niveau de l'expérience spirituelle, d'où leur appellation. Ce soir, nous débuterons avec un organe à part, le cerveau. À part dans la mesure où c'est sans doute l'organe qui, à son niveau de développement au sein du genre humain, distingue principalement l'homme de l'animal, ce qui lui confère, du reste, son statut particulier. Tout au cours de la soirée, nous établirons l'équation entre cerveau et conscience, entre cerveau et niveau de conscience, hein, et ça va nous permettre de prendre la mesure du caractère très particulier, du caractère singulier de cet organe au sein de l'ensemble de l'organisme humain. Comme pour les organes précédents, nous allons, bien sûr, faire une étude en trois volets principaux, anatomique, physiologique, étymologique, avec la même méthodologie, avec les mêmes lectures symboliques des différents éléments que nous allons mettre en exergue, tant sur le plan de l'anatomie, de la physiologie que de l'étymologie. Nous allons le faire également avec les mêmes grandes questions qui vont articuler notre réflexion, et tout ça va nous permettre, comme pour l'étude des organes précédents, de mieux cerner, par le biais du symbolisme, ce dont l'organe est la somatisation, tant au niveau psychologique qu'au niveau spirituel. Vous le savez, notre objectif est toujours essentiellement de découvrir les enjeux initiatiques dont l'organe est l'incarnation, de manière à découvrir ce à quoi il nous invite, ce à quoi cet organe m'appelle en quelque sorte, hein, sur le chemin, bien sûr, du développement psychospirituel, sur le chemin de l'initiation. Alors, ce travail d'analyse va donc nous conduire à mieux définir ces enjeux, et il va nous permettre également de vous proposer quelques exercices pratiques visant, tout au cours du mois, à intégrer ces enjeux ou tout au moins à les approcher, parce qu'évidemment, selon l'ampleur des enjeux, on s'imagine bien que ce soir, ils sont énormes, selon le temps dont on dispose, selon le lieu où on se trouve sur ce chemin de l'initiation, on approchera de façon plus ou moins exhaustive ces enjeux. Mais enfin, l'objectif est bien sûr non seulement de les définir, d'avoir une lecture symbolique du corps humain et de ses organes, d'en faire une herméneutique qui puisse être parlante par rapport à une démarche initiatique, mais l'objectif principal, c'est bien de commencer à expérimenter cela, hein. Il doit y avoir une dimension pratique fondamentale, hein, et c'est pour ça que nos rencontres sont espacées d'un mois chaque fois pour nous donner le temps tout au moins d'approcher l'enjeu d'une façon très pratique, d'une façon, je dirais, incarnée. Alors voilà ce que nous allons éventuellement vous proposer tout au cours de cette soirée, que nous allons débuter par quelques considérations générales, comme nous le faisons toujours, afin de mieux cerner dans un premier temps l'univers de sens dans lequel s'inscrit l'organe étudié, en l'occurrence ce soir, le cerveau. Cette étape des considérations générales, hein, est extrêmement importante parce qu'elle nous permet de contextualiser l'organe. Vous savez, c'est quelque chose de fondamental, de pouvoir orienter notre lecture symbolique, tant des dimensions anatomiques, physiologiques qu'étymologiques, de les orienter par rapport à un contexte, hein. Et donc, ces considérations générales situent
le cerveau dans cet univers de sens, le contextualise d'une façon toujours très importante pour la suite de notre exploration. Et ce soir, ces considérations introductives, en quelque sorte, seront articulées autour de 3 volets principaux. Dans un premier temps, nous allons vous proposer un bref historique de l'évolution dans notre compréhension de cet organe. Une compréhension qui a connu au cours des dernières années des changements très significatifs avec le développement des neurosciences. Alors nous allons remonter aux premières descriptions connues de l'organe. Nous sommes à l'époque de l'Égypte antique. Et puis nous allons voir évidemment très brièvement comment notre façon de considérer cet organe a évolué jusqu'à une époque récente, jusqu'à l'époque contemporaine, précisément cette époque où les neurosciences se développent d'une façon tout à fait fascinante. Alors ça va nous permettre de contextualiser l'organe en voyant un peu l'évolution de notre façon de le considérer et de notre façon de considérer sa fonction et son rôle au sein de l'organisme. Si cette évolution nous a conduit à une certaine perception des fonctions associés au cerveau, nous allons voir dans un second temps un autre modèle, un modèle nouveau, notamment suggéré par le cardiologue néerlandais Pim van Lommel, un homme qui a fait des recherches considérables, qui a eu un impact énorme sur ce nouveau modèle, sur cette nouvelle compréhension du rôle exercé par le cerveau. C'est un homme qui va bientôt avoir, dans les prochains jours, 80 ans, et qui est très connu pour ses recherches au niveau des NDE, Near Death Experience. En France, on parle de EMI, d'expérience de mort imminente. Et nous allons voir comment, à partir de ces expériences, le docteur Pim van Lommel développe une façon de considérer le cerveau qui ouvre de nouveaux horizons et qui nous permettent d'aborder la chose sous un angle tout à fait différent. Est-il en contradiction avec les neurosciences? C'est parce que le médecin cardiologue néerlandais nous dit, au contraire, il nous dit que c'est dans la prolongation des neurosciences et de la physique quantique. Par moment, on sent toutefois qu'il y a une perspective qui est très différente de la façon dont on considère généralement le cerveau. Donc c'est important ce second volet parce qu'il va nous ouvrir à certains horizons différents par rapport à la fonction même de l'organe. Enfin, dans un troisième temps, nous situerons le cerveau à l'intérieur d'un système plus complexe. Nous l'avons fait également pour les poumons, nous l'avons fait pour les reins. Nous avons inscrit les poumons au sein du système pulmonaire, au système respiratoire. Nous avons inscrit les reins dans le cadre du système urinaire, de l'appareil urinaire. Et ça nous a permis de contextualiser l'organe. Ça nous a permis d'avoir une vision plus vaste et de l'inscrire dans un ensemble plus large, si vous voulez. Eh bien, nous allons faire la même chose dans ce troisième volet, en ce qui concerne le cerveau, que nous allons considérer à l'intérieur du système nerveux. Plus précisément encore, en le situant au sommet d'une échelle, en lien avec la colonne vertébrale, la moelle épinière, une échelle au cœur de nombreux enseignements spirituels, dont la moelle épinière et les nerfs rachidiens qui en émergent sont en quelque sorte une matérialisation, à la fois intéressante et fort éclairante également sur les enjeux initiatiques associés au cerveau. Alors tout ceci va nous permettre d'approcher donc l'univers de sens dans lequel nous allons aborder par la suite cet organe lui-même. Nous allons le faire, vous vous en doutez bien, étant donné la nature du sujet, d'une manière un peu caricaturale, d'une manière très symbolique, mais il me semble que cela sera suffisant pour évoquer les principaux enjeux initiatiques dont il est l'incarnation et auxquels il nous invite, ce qu'est notre objectif. Notre objectif n'est pas de faire une étude approfondie, systématique de l'organe avec toutes ses composantes, et puis évidemment, ce serait non seulement un objectif
illusoire, hein, il serait totalement hors de notre portée, et puis de vouloir synthétiser ça en une soirée, ça n'aurait aucun sens. Mais enfin, en mettant en exergue quelques éléments caractéristiques, quelques éléments symboliques également qui s'y rattachent, nous allons pouvoir, d'une façon satisfaisante, hein, approcher ces fameux enjeux initiatiques. Alors, on va commencer par notre premier volet, celui qui concerne l'évolution dans notre approche du cerveau. Alors, la première mention de cet organe remonterait à l'Égypte antique, vers 1700 avant Jésus-Christ, sur un rouleau de papyrus qui répertorie de nombreuses informations sur des cas de blessures graves. Alors, l'histoire de ce papyrus, d'ailleurs, est déjà intéressante. Il a été acquis en 1862 par Edwin Smith, d'où le fait que nous nommons très souvent ce papyrus le papyrus d'Edwin Smith. Alors, c'est un papyrus qui a donc été acquis par cet homme à travers donc des marchands d'art, des antiquaires. Il a été ensuite légué à sa mort à sa fille, on est en 1906, et puis sa fille l'a offert par la suite à la New York Historical Society en 1920. Et c'est ainsi qu'il fut traduit et publié intégralement en 1930 par le premier Américain à recevoir un doctorat en égyptologie. Il était alors professeur à l'Université de Chicago, une université qui est reconnue pour les études proche-orientales. Et donc, c'est ainsi que nous avons l'édition et la traduction de ce papyrus qui date de 1700 avant Jésus-Christ, mais les chercheurs pensent qu'il s'agit d'une copie d'un original plus ancien d'au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc on se situe 5000 ans avant nous. Hein. On y traite dans ce papyrus, notamment du cas numéro 6, hein, de différentes problématiques de santé, en lien avec, pour le numéro 6, une fracture du crâne qui laisse voir le cerveau. Et le papyrus nous décrit ce que le médecin observe et ses conclusions, la recommandation du médecin de l'époque de ne pas traiter en raison de la gravité de la chose. Alors, dans ce fameux manuscrit d'Edwin Smith, on a finalement 48 cas qui sont répertoriés, donc, dont ce cas numéro 6. Une plaie béante à la tête, à la suite d'une fracture du crâne, et une ouverture des méninges. Alors, le texte, j'ai ici en hiéroglyphe, je vous mettrai ça dans le document complémentaire que je vous enverrai, juste pour le plaisir de voir comme la façon dont c'est écrit. Hein. L'auteur en question, le médecin, nous décrit d'abord les circonvolutions du cerveau. Hein. C'est la première description connue de ces circonvolutions cérébrales. Il nous les décrit comme des ondulations qui forment le cuivre fondu. Cela fait donc référence, bien sûr, à l'apparence ridée du cerveau, hein, qui est créée par les gyries, par les soucis de l'organe en question. Puis il nous décrit une membrane qui enveloppe le cerveau, les méninges en fait. Puis le liquide à l'intérieur de la tête, un fluide à l'intérieur de la tête, écrit ce médecin, le liquide céphalo-rachidien. Donc c'est la première description que l'on a hein, du cerveau. C'est dans le cas numéro 6. Dans le cas numéro 22, hein, on évoque une fracture de l'os temporal, hein, l'os du crâne. Hein. Ce patient pouvait plus parler hein, et il est considéré ce document comme étant la première description d'un état d'aphasie, hein, des milliers d'années avant la fameuse étude sur l'aphasie de Paul Broca. Hein, on est en 1861, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, c'est pour ça que je l'évoque là. Donc, première description de l'aphasie liée à une fracture de l'os temporal du crâne, c'est le fameux cas 22 de ce manuscrit médical, de ce manuscrit d'Edwin Smith.
On pourrait encore ajouter les cas 31 et 33. Le cas 31, c'est une luxation de la vertèbre cervicale. Bon, c'est pas comme ça que c'est exprimé, mais c'est ce qui nous est décrit. Et puis le cas 33, une vertèbre cervicale écrasée. Les deux cas décrivent une paralysie, des problèmes sensoriels qui sont causés par ces blessures à la colonne vertébrale. Et une fois encore, le médecin en conclut que c'est une maladie à ne pas traiter. Dans tous les cas que je viens d'évoquer, la conclusion est la même, étant donné la sévérité du problème et bien sûr ce dont dispose le médecin.